Salut à tous, aujourd'hui retour sur une console portable dont beaucoup se sont impunément moqués, mais qui pourtant détenait tous les atouts pour concurrencer la fameuse Game Boy Advance de Nintendo. Nous sommes au début des années 2000 et Nokia domine totalement ce marché émergent qu'est la téléphonie mobile. Et le succès de la firme est aussi lié aux jeux vidéo. C'est que assez rapidement finalement, certains fabricants de téléphones portables ont l'idée saugrenue d'intégrer à leur appareil un, voire plusieurs jeux vidéo. Et l'un des plus célèbres de l'époque, devenu culte même, est Snake. Un véritable engouement se saisit des joueurs qui s'y essayent. Le concept est tout simple, il s'agit, avec son serpent, de manger les pastilles qui apparaissent, ce qui a pour effet de faire grandir le reptile. Le but étant alors de marquer un maximum de points en mangeant un maximum de pastilles, en évitant de se mordre la queue, synonyme de game over. L'une des grandes forces de ce titre, c'est d'avoir repris le modèle des grands hits d'arcade d'antan, un jeu à scoring qui aboutit invariablement à la mort de notre personnage. D'ailleurs, pour la petite histoire, il s'est clairement inspiré d'un jeu d'arcade de Gremlin de 1976 qui se pratiquait à 2 joueurs, et où l'objectif était d'éviter d'entrer en collision avec l'autre joueur. Enfin, des clones de ce titre, il y en a eu tout un tas, dont le plus célèbre d'entre eux, Snake. Oui, un petit jeu à scoring est parfaitement adapté non seulement aux capacités techniques extrêmement limitées du téléphone, mais aussi aux courtes parties, parfait pour être pratiqué en transport, dans une salle d'attente ou sur le cabinet des toilettes. D'ailleurs, on peut tout à fait faire la comparaison avec Nintendo, qui avait démocratisé le jeu Tetris, puisque celui-ci s'adaptait parfaitement à sa Game Boy. Enfin là, je suis totalement en train de m'écarter du sujet. Le fait est que le succès est tel que Nokia s'interroge. Si les consommateurs apprécient le fait d'avoir des jeux sur leur téléphone, serait-il intéressant de proposer une machine qui pourrait être une sorte de mélange entre un téléphone et une console de jeu? C'est loin d'être inintéressant, seulement il y a une épine bien visible et extrêmement pointue. Nintendo, un ogre du jeu vidéo qui domine depuis pas mal d'années à présent le marché des consoles portables. Nombreux sont ceux qui ont essayé de concurrencer la firme du plombier sur ce terrain, mais ils se sont tous, invariablement, cassés les dents. Pourtant, les petits gars qui travaillent sur le projet au sein de Nokia parviennent à convaincre les dirigeants. C'est que la firme dispose d'un atout dont est dépourvu Nintendo, être leader et maîtriser le marché de la téléphonie mobile. Et personne ne remettra cela en question, il s'agit d'un secteur d'avenir. Le jeu vidéo aussi, alors lier les deux, est ambitieux. Et le projet, malgré la présence de Nintendo, est mis sur les rails. L'idée est simple, la machine sera munie d'un processeur bien plus puissant que celui de la Game Boy Advance. Elle pourra servir de lecteur MP3 et de radio, une véritable machine à tout faire. C'est en novembre 2002 à Munich que la console est présentée, et autant vous le dire, la presse est admirative. Surtout que le grand tour de force de Nokia, c'est d'être parvenu à rallier de grands éditeurs pour fournir des jeux à sa machine. Sega, Ubisoft, Electronic Arts, THQ, clairement il va falloir compter avec la N-Gage, puisque de grandes licences ont annoncé Tomb Raider, Sonic et Splinter Cell en tête. Une campagne marketing agressive est lancée par Nokia et la console sort d'abord aux États-Unis en octobre 2003 et c'est un énorme échec. On est très loin du succès escompté. 2 semaines après son lancement, moins de 5000 consoles trouvent preneur. On pourrait presque parler de fiasco et la surprise est de taille, tant pour Nokia que pour la presse qui avait vanté les mérites de cette console. Pourtant, les jeux sont bel et bien là, disponibles dans les rayons. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, nous verrons cela dans le prochain épisode de Rétro Découverte. Alors soyez là la semaine prochaine. Salut à tous. Non, je plaisante, c'était une petite blague. Je serais vraiment un salopard de vous faire ça. Non, vous en faites pas, la réponse, on va la donner tout de suite. Seulement, il n'y a pas une seule réponse, mais tout un tas. Déjà, pour commencer, le prix de la machine. Forcément, toute cette technologie a un coût, 349€ pour être précis. Quand à côté, on a une GBA à 129€ avec une ludothèque bien plus fournie, on peut se permettre d'hésiter. La croix directionnelle n'est pas très agréable et quelque peu rigide. Même chose pour les touches. Alors ouf, les touches 5 et 7 sont mises en avant comme boutons principaux, mais dès qu'un jeu nécessite d'en utiliser d'autres, ça devient un vrai calvaire. Pour changer de cartouche de jeu, on est obligé de retirer la batterie. C'est quand même sacrément mal pensé, ça. Pour pouvoir jouer, il faut obligatoirement posséder une carte SIM dans son téléphone, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas s'en servir uniquement comme une console, là aussi c'est franchement contraignant d'être forcé de souscrire à un abonnement, mais bon tout ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus catastrophique. Déjà il y a les jeux, le principal atout d'une console ce n'est pas ses capacités techniques, mais bien davantage les jeux qu'elle a à proposer. Alors certes, prenez le Tomb Raider, il est graphiquement saisissant, à côté d'un titre 2D de la GBA, on remarque immédiatement la différence. Seulement, il ne s'agit pas d'un jeu original, non, c'est tout simplement le premier opus de la première PlayStation qui a été adapté pour la N-Gage. Tony Hawk Pro Skater, exactement la même chose. Pandemonium, pareil. Et là on se demande même pourquoi avoir réédité ce jeu. Puzzle Bobble, on connaît par cœur, puis même chose avec Super Monkey Ball. En fait, il n'y a pas vraiment de quoi nous pousser à investir 349€. Alors je ne dis pas, ce sont des excellents jeux, mais ce sont de vieux jeux.
L'autre gros souci qui va énormément jouer en sa défaveur et qui d'ailleurs fait qu'elle a autant été moquée jusqu'à aujourd'hui, c'est le choix qu'a fait Nokia, afin que les joueurs n'abîment pas l'écran de jeu en téléphonant, de placer l'écouteur et le micro sur le haut de la console. Ce qui donne, il faut le dire, un aspect assez grotesque à son possesseur. Tout un tas de photos vont émerger sur internet ridiculisant la N-Gage, la parodiant avec d'autres consoles. Et là, c'est un énorme coup dur pour Nokia. Sa console est moquée et immédiatement, ça lui donne une image un peu ringarde. Pourtant, Nokia n'a pas baissé les bras et a poursuivi ses efforts. Même si on peut toujours regretter l'absence de grandes exclusivités, Sonic N est vraiment réussi. Splinter Cell est superbe et parvient à retranscrire l'infiltration dans un univers 2D, même si il s'agit d'une adaptation de l'opus GBA, tout comme Rayman 3, qui n'en reste pas moins un grand jeu de la console. Le Virtua Tennis de la machine n'est pas exceptionnel, ni son jeu de foot Marcel Desailly Pro Soccer, mais on a d'impressionnants jeux de course, MotoGP tout d'abord, mais aussi le Colin McRae 2005, et le futuriste System Rush. Pourtant, on peut difficilement parler d'autre chose pour la N-Gage que d'un échec, une console portable de plus écrasée par l'ogre Nintendo. Et pourtant, la N-Gage mériterait un peu plus de reconnaissance, notamment avec la N-Gage QD, une véritable amélioration de sa console, sortie 2 années après la première N-Gage. Tous les défauts de la machine ont été corrigés, la croix directionnelle est souple, elle a une meilleure autonomie et coûte bien moins cher, 199€. Et surtout, de véritables exclusivités vont débarquer sur la console. Je pense à Ashen, un magnifique FPS démontrant les capacités techniques de la console. Pathway to Glory, un jeu de stratégie très proche de Commando, se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. The Elder Scrolls Travel Shadowkey, et oui, un Elder Scrolls sur la machine. Alors ce n'est pas l'épisode le plus emblématique, s'il souffre des capacités limitées de la machine, l'aventure qu'il propose est tout à fait prenante. La N-Gage QD a de belles choses à proposer, malheureusement, Nokia ne se relèvera jamais des moqueries suscitées par sa première console, et de son démarrage raté, la faute à un manque flagrant d'exclusivité. Pourtant, certains des titres de la machine mériteraient d'être redécouverts aujourd'hui, et surtout, Nokia ne s'était pas trompé sur sa vision globale de tenter d'imposer les jeux vidéo sur téléphone, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est l'un des marchés principaux de notre média. Mais le fait est que si Nokia est parvenu à démocratiser ce concept à la fin des années 90, la firme s'est ensuite cassé les dents, la faute à quelques mauvais choix, avec son idée avant-gardiste d'un mix entre un téléphone et une console de jeu.